Ses enfants venaient tout juste de lui être enlevés. Mais ce déclic lui permit enfin de remettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Mais ses enfants sont quand même restés dans un foyer à haut risque. Et il semblait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire, peu importe à quel point elle essayait. C'est-à-dire, pas avant qu'il ne soit déjà trop tard pour l'un de ses enfants. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici un monde cruel. Excusez-moi aujourd'hui si j'ai des cernes ou quoi que ce soit sous les yeux. Ma fille a été malade et moi aussi ces derniers jours, donc je n'ai pas beaucoup dormi, mais je suis là. Et l'histoire que j'ai aujourd'hui est en fait une autre recommandation de l'une d'entre vous. C'est une histoire qui s'est passée près de chez moi et qui n'a pas reçu assez d'attention. Cela s'est produit tout près d'ici et à peu près au même moment que l'affaire Harmony Montgomery dont j'ai parlé, ainsi que l'affaire Elijah Lewis que j'ai couverte sur Patreon. Elle s'est aussi produite dans la même région, si vous voulez la voir. Mais la raison pour laquelle celle-ci mérite plus d'attention, c'est parce que ce petit garçon n'a toujours pas obtenu justice. Et il n'y avait qu'un seul adulte présent au moment de sa mort, donc oui, voici l'histoire de Denny Vaughan Jr. Denny Vaughan Jr. est né le 11 juillet 2014 à Laconia, dans le New Hampshire, une ville située près du lac Winnipesaukee, à l'est du New Hampshire. La mère de Denny s'appelait Danielle Vaughan et son père est Denny Vaughan Sr. Ayant le même nom que son père, Denny Jr. était souvent affectueusement appelé Boo à la place. C'était un petit garçon drôle, intelligent et heureux qui adorait manger de la pizza et regarder Barney le dinosaure, entre autres choses. Boo voulait aussi devenir pompier quand il serait grand. Il avait 2 frères et sœurs plus âgés et un frère ou une sœur plus jeune. Danielle, la mère de Denny, a eu une enfance difficile. Sa mère était abusive. Et lorsque Danielle n'avait que 15 ans, sa mère, Sherry Connor, a décidé qu'elle voulait tout quitter et commencer une nouvelle vie sans sa fille. Elle l'a donc laissée aux soins d'un homme de 48 ans, nommé Denny Vaughan Sr. et de sa femme de l'époque. Vu que c'est le nom du père de Denny, vous pouvez imaginer la suite. Danielle et Denny ont fini par entretenir une relation amoureuse. Et seulement 3 ans après que Danielle ait été laissée sous sa garde, elle est tombée enceinte. Danielle était donc déjà mère à 18 ans. Elle et Denny ont fini par se marier et ont eu 4 enfants au total. Au fil des années, Denny père était devenu de plus en plus contrôlant et violent, et lui et Danielle ont commencé à consommer de l'héroïne. Denny père a été arrêté à plusieurs reprises pour des infractions liées à la drogue, puis en 2016, la police a perquisitionné leur maison, les 4 enfants ont été retirés de la garde de Danielle et il a été envoyé en prison. Boo n'avait que 3 ans lorsqu'il a été retiré de la garde de sa mère et placé en famille d'accueil avec ses autres frères et sœurs. Mais le fait que ses enfants lui aient été retirés n'a pas fait sombrer Danielle encore plus bas. En fait, elle a décidé qu'il était temps de reprendre sa vie en main. Déterminée, elle voulait récupérer et reprendre la garde de ses enfants qu'elle aimait. Danielle a quitté sa relation violente puis a arrêté l'héroïne. Elle s'est également soumise à des tests de dépistage de drogue imposés par l'État pour s'assurer qu'elle était toujours clean. Danielle a trouvé un logement stable par elle-même, puis elle a suivi plusieurs programmes de soutien en santé mentale ainsi que plusieurs programmes de lutte contre la toxicomanie. Mais malgré tout, certains obstacles empêchaient Danielle de récupérer ses enfants. Malheureusement, il y avait des conflits entre Danielle et la famille d'accueil des enfants car ils ne respectaient pas son droit aux appels et aux visites obligatoires tard avec ses enfants. Et cela l'empêchait de rassembler tous les documents dont elle avait besoin pour prouver qu'elle était une mère apte. Maintenant, le DCIWF, qui était au courant de la situation, n'a rien fait pour elle. Donc, en 2017, Danielle est allée au tribunal et les a suppliés d'assurer la coopération du DCIWF. En réponse, en juin 2017,
le tribunal a exhorté le DCYF à placer les enfants sous la garde de la mère de Daniel, Sherry. Oui, celui-là. Mais le tribunal a également déclaré que le DCYF devait les surveiller régulièrement pendant qu'ils vivaient chez Sherry, ainsi que faire une vérification approfondie sur elle avant de placer les enfants sous sa garde. Ont-ils fait l'un ou l'autre? Le DCYF était d'accord avec les tribunaux et a décidé de placer Boo, ainsi que ses 3 frères et sœurs, chez leur grand-mère. Cela ne devait durer que jusqu'à ce que Daniel remplisse les conditions nécessaires pour récupérer ses enfants, et elle en avait déjà accompli la plupart, donc on pouvait penser que ce serait une situation très temporaire. Parce que Daniel était également réticente à laisser ses enfants là-bas. Elle savait comment s'était passée son enfance, mais elle espérait que sa mère ne ferait pas de mal à ses propres petits-enfants. Donc, lors d'une évaluation préliminaire de Sherry pour la tutelle, même pas au 2e niveau, au 1er niveau préliminaire, le DCYF l'a jugée inapte. Ils avaient reçu des rapports selon lesquels Sherry, associée à des trafiquants de drogue connus, buvait de l'alcool régulièrement jusqu'à l'ivresse, effrayait les enfants, frappait Daniel et l'un des frères et sœurs de Boo. Il a même dit que Sherry, sa grand-mère, jouait avec son pénis quand elle était ivre. D'accord, tu entends tout ça? Ces enfants ont été confiés aux soins de Sherry. Je ne plaisante pas, c'est incroyable. Incroyable. Le 10 juillet 2017, seulement 12 jours après que Sherry ait accueilli les enfants chez elle, elle s'est rendue au bureau de district du DCYF avec 3 des enfants. Elle est entrée là-bas en se plaignant de ne pas recevoir assez d'argent pour les enfants et que le DCYF les avait laissés sans rien. Puis, seulement 2 mois après que Sherry ait obtenu la tutelle de Boo et de ses frères et sœurs, un rapport a été déposé auprès du DCYF par la police qui avait répondu à une situation dans un terrain de camping. La police avait été appelée après que plusieurs personnes aient vu Sherry crier sur Boo, qui avait alors 4 ans, le saisir par le cou et le visage et le frapper à plusieurs reprises. Elle l'a ensuite traîné par le bras et l'a jeté dans une tente. Plusieurs personnes ont entendu des pleurs et des cris, ce qui les a poussés à appeler les autorités à ce moment-là. 4 jours après l'incident au camping, le DCYF a assigné un travailleur du service de protection de l'enfance pour examiner plus en profondeur l'affaire et un entretien a été réalisé chez Sherry. Donc, même s'il semblait qu'ils faisaient correctement leur travail, il y a eu plusieurs problèmes lors de la visite qui a eu lieu. Premièrement, les entretiens avec les enfants ont été réalisés juste devant leur grand-mère, donc ils n'ont pas pu parler librement. Et deuxièmement, ils n'avaient jamais contacté le policier qui était intervenu sur les lieux lorsque cela s'est produit, donc ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur la situation réelle. Le rapport est resté ouvert jusqu'en mars 2018, soit plus de 8 mois après son ouverture, puis il a été clôturé et classé comme non fondé, ce qui signifie qu'ils n'ont trouvé aucune raison de croire qu'il y avait des abus. D'accord. En janvier 2018, moins de 6 mois après l'incident du camping, le DCYF a déposé une demande auprès des tribunaux pour faire de Sherry la tutrice légale des enfants. Et en mars 2018, les tribunaux ont accordé cette demande et ont fait d'elle la tutrice légale de Boo et de ses frères et sœurs. En plus de cela, c'était à la discrétion de Sherry de décider quand Daniel pourrait voir ses enfants. En avril 2018, Daniel a contacté le département de police de Laconia parce que Sherry ne la laissait pas voir ses enfants. Et entre le 17 avril et le 30 avril 2018, pas moins de 6 signalements ont été faits. 6 signalements distincts alléguant des abus ont été déposés par des personnes au sein de l'école primaire des enfants. Une infirmière scolaire a observé sur l'un des frères et sœurs de Boo de multiples ecchymoses et égratignures sur son bras, ainsi que des bleus, des griffures et des éraflures sur son visage. Il avait aussi une contusion crânienne. Et en raison de la gravité de la contusion, l'école a contacté leur grand-mère pour l'informer qu'il aurait besoin d'une évaluation médicale afin de retourner à l'école, car il craignait qu'il puisse avoir une commotion cérébrale. Étonnamment, Sherry a effectivement emmené le frère de Boo aux urgences. Mais elle s'est assurée que les urgences soient à presque 1 heure de Laconia, car à Laconia, les infirmières et les médecins avaient déjà exprimé des inquiétudes concernant des incidents précédents avec les enfants.
Donc, malgré tous ses efforts pour dissimuler la vérité, le personnel de cette salle d'urgence a également remarqué les signaux d'alerte. Lors de cette visite à l'hôpital, de nombreuses autres blessures ont été constatées sur le petit garçon, ainsi que toutes les excuses que Sherry a essayé de donner pour justifier ses blessures. Sherry a d'abord essayé de faire semblant de ne rien savoir. Cependant, lorsque cela n'a pas fonctionné, elle a dit que les blessures venaient du fait que ce petit garçon jouait avec son frère Boo et qu'ils étaient trop brusques. Et pendant cette visite aux urgences, Sherry a même dit à un moment donné que le petit garçon était tombé la tête la première dans des gradins à l'école. Il ont été confirmés plus tard que ces gradins n'existent même pas. À l'hôpital, 90 photographies ont été prises pour documenter les signes de maltraitance sur le petit garçon. Et il a été clairement indiqué dans le rapport de l'infirmière diplômée que ces blessures n'étaient pas accidentelles. Il était évident que le petit garçon avait été battu ainsi que saisi violemment par le visage et les oreilles. Il a également été noté que les ecchymoses sur ses bras étaient dues au fait que le petit garçon était maintenu en menottes pendant des heures chaque jour. Si la DCIGLF s'était rendue au domicile après cela, ils auraient remarqué que Denis et ses autres frères et sœurs avaient des marques similaires sur leur corps. Malgré cela, la DCIGLF a ignoré les demandes répétées de Daniel pour une enquête plus approfondie. Et ils ont même eu l'audace de lui dire qu'il n'y avait pas assez d'informations pour retirer ses enfants du foyer. Le rapport n'a-t-il pas été envoyé? Parce que s'il était clairement indiqué dans le rapport de l'infirmière diplômée, alors quel est le problème? Comment cela peut-il ne pas suffire comme documentation? L'assistant social assigné à cette affaire avait promis des visites de suivi, mais celles-ci n'ont jamais eu lieu. Daniel a continué à rendre visite à ses enfants quand sa mère le lui permettait et elle a remarqué des bleus sur leurs joues. Elle savait exactement d'où ils venaient, car, enfant, sa mère l'avait saisi par le visage et lui avait laissé exactement les mêmes marques que celles qu'avaient les enfants. Daniel pensait aussi que tous ses enfants avaient l'air trop maigres. Lors d'une autre visite chez sa mère pour Noël en 2018, Daniel a découvert que leurs conditions de vie étaient passées de plutôt désordonnées à déplorables. La maison de Sherry à Laconia était immonde. Il y avait des excréments humains ainsi que des excréments de chiens éparpillés partout sur le sol. Elle avait aussi mis des cadenas sur les placards et le réfrigérateur, de sorte que les enfants devaient demander pour avoir quelque chose à manger ou à boire, ce qu'elle refusait souvent. Alors ils buvaient dans les toilettes et quand ils faisaient ça, ils étaient aussi punis pour cela. Les enfants étaient également forcés d'utiliser des seaux comme toilettes. Après cela, Daniel a dit qu'elle appelait le DCIGF tous les jours, mais ces signalements étaient soit écartés, soit les dossiers étaient à nouveau classés sans suite. Plusieurs voisins de Sherry se souviennent avoir entendu des coups, des bruits sourds et des cris à travers les murs, et ils ont tous appelé les autorités à plusieurs reprises. Dans bon nombre de ces appels enregistrés, on peut entendre des agents dire des choses comme « Nous connaissons cette adresse, mais ce n'est pas préoccupant, assez pas ». Ou bien « J'étais à cette adresse l'autre jour sans faire de suivi ». Une fois, le 5 janvier 2019, l'un des voisins de Sherry a appelé la police de Laconia. Elle a signalé des cris et des bruits provenant de l'appartement de Sherry. Elle pensait que Sherry était probablement, je cite, en train de tabasser les enfants, c'est ce qu'elle a dit à la police. Elle a dit qu'il était 23 heures et que tout ce qu'elle entendait, c'était Sherry qui criait et les enfants qui lui répondaient en criant. L'officier qui a répondu à l'appel a simplement classé l'affaire comme une plainte pour tapage après que Sherry lui a dit qu'elle faisait courir l'un des enfants en haut et en bas des escaliers 10 fois parce qu'il avait uriné sur le mur. Et après que l'enfant a confirmé cette version, sûrement par peur de sa grand-mère, le policier lui a simplement dit de faire plus attention aux voisins parce qu'il était tard, puis il est parti. Un jour, Daniel a reçu un message vocal de sa mère. Sherry avait accidentellement appelé Daniel en composant son numéro par inadvertance et avait laissé un long message, dans lequel on peut l'entendre crier des obscénités et des insultes aux enfants. On peut l'entendre crier des choses comme « Je te déteste » et « Tu es un sale putain de chien ». Daniel a partagé ce message vocal avec la police et pourtant rien n'a été fait.
C'est franchement effrayant de voir à quel point le service de police de Laconia se souciait peu de ses enfants dans cette affaire. Puis, en juillet 2019, Daniel a été informé que l'un de ses enfants avait été attaché avec du ruban adhésif à une chaise dans un terrain de camping et laissé dehors toute la nuit, ainsi qu'une partie de la matinée suivante, jusqu'à ce que des passants interviennent. Cet événement horrifiant a entraîné une nouvelle enquête et un nouvel examen de la part du DCURF. Cependant, ce n'est qu'après que Daniel a déposé une requête d'urgence pour mettre fin au droit de tutelle de sa mère. Et cette fois, ils ont en quelque sorte fait ce qu'il fallait. L'enfant qui avait été attaché avec du ruban adhésif à la chaise pendant la nuit a été retiré du domicile de Sherry et replacé sous la garde de Daniel. Cependant, les 3 autres enfants sont restés chez Sherry. Pour quelle raison, je n'en ai aucune idée. Il pense qu'elle ne sait qu'elle ne va le faire qu'à lui, et qu'une fois qu'il sera parti, tout ira bien. Tous les autres enfants ont aussi des bleus et des marques. Réveille-toi. Au lieu de retirer Boo et ses 2 autres frères et sœurs, ils ont simplement mis en place un plan de sécurité, ce qui ne sert absolument à rien, comme nous l'avons vu tant de fois auparavant. Quand le fils de Daniel est retourné sous sa garde, il a été questionné par les enquêteurs. Et il leur a dit que sa grand-mère l'avait attaché à la chaise avec du ruban adhésif et qu'elle l'avait aussi frappé, lui et Boo, avec une ceinture. Et vous l'avez deviné, rien n'a encore été fait. Terrifié pour Boo, ainsi que pour la sécurité de ses autres enfants, Daniel a commencé à appeler à l'aide plusieurs fois par jour. Elle a contacté le bureau du défenseur des enfants, la police et toutes les autorités auxquelles elle pouvait penser. Elle était absolument paniquée et suppliait les gens d'emmener ses enfants loin de sa mère et littéralement de les mettre n'importe où ailleurs sauf là-bas. Malgré la gravité de la situation et tous ses efforts, le système judiciaire allait laisser tomber Daniel et sa famille et elle ne reverrait jamais l'un de ses enfants. Parce qu'après cela, Sherry a complètement empêché Daniel de voir ses enfants. Quelques mois plus tard, la veille de Noël 2019, Daniel était arrivée tôt pour son travail de nettoyage à l'hôpital Elliott. Elle était là depuis moins d'1 heure lorsqu'un officier de la police d'État est entré et a demandé à lui parler. Elle a dit qu'elle a senti un énorme nœud dans son estomac lorsqu'ils sont entrés dans une pièce vide. L'officier l'a regardée et lui a dit que Boo était mort. Elle était absolument dévastée. Mais elle était aussi en colère. En colère parce qu'elle savait que quelque chose allait arriver et qu'elle avait essayé de demander de l'aide partout où elle pouvait y penser. Et rien n'a été fait. Elle s'est tellement battue pour récupérer ses enfants. L'officier a dit à Daniel qu'il n'était pas sûr de ce qui s'était passé. Mais Daniel savait qu'il n'y avait qu'un seul adulte dans la maison à ce moment-là. Fais le calcul toi-même. Un appel au 911 avait été passé vers 8 heures du matin le 24 décembre 2019. Concernant un enfant inconscient dans l'appartement 103 de Sherry, Blueberry Lane, à Laconia. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, Boo ne répondait pas. Il a ensuite été transporté à l'hôpital général régional des Lacs, où son décès a été constaté. Ce n'est qu'en mai 2020 qu'une autopsie a été pratiquée sur le petit garçon. Et à ce moment-là, il a été déterminé que la cause de son décès était un traumatisme crânien et cervical causé par un objet contondant. Le décès a été considéré comme un homicide. On pourrait croire que la police suspecterait immédiatement Sherry, n'est-ce pas? Non. De juillet 2017 jusqu'au jour où Boo a été assassiné, la veille de Noël 2019, il y a eu au moins 27 signalements crédibles que la DCIBRF a reçus de la part de membres de la famille, des forces de l'ordre, des directeurs d'école, des enseignants, des travailleurs sociaux, des infirmières, une conseillère d'orientation, du personnel hospitalier et des personnes anonymes qui leur avaient tous dit que Boo, ainsi que ses frères et sœurs, étaient maltraités par Sherry. Ils avaient signalé que Denis et ses frères et sœurs, entre autres choses, avaient été frappés, poussés, donnés des coups de pied, giflés, privés de nourriture et d'eau, forcés de monter et descendre les escaliers à plusieurs reprises, enfermés dans le sous-sol, attachés avec du ruban adhésif et des menottes, forcés d'utiliser des seaux comme toilettes, étouffés,
forcée de prendre des bains froids et laissée dehors pendant des heures en plein hiver sans vêtements de protection ni chaussures. Sherry a dit qu'elle n'avait été interrogée par la police qu'environ 1 heure après la mort de son petit-fils, c'est tout, et qu'à partir de ce moment-là jusqu'au retour du rapport d'autopsie, elle avait donné tellement de versions contradictoires. Mais après le retour de l'autopsie et la découverte que la cause du décès était un traumatisme crânien, Sherry a commencé à s'en tenir à l'histoire selon laquelle ce seraient en fait les premiers intervenants qui lui auraient cogné la tête contre l'ambulance en le sortant. Mais est-ce qu'ils l'ont jeté ou frappé contre l'ambulance? Se cogner la tête contre l'ambulance n'aurait pas été fatal, même si douloureux, Sherry, d'accord? Ces histoires bizarres, c'est ce qui change, ainsi que le comportement suspect de Sherry juste après sa mort, sont passés inaperçus auprès de la police, tout comme tous les autres signalements qui leur avaient été faits auparavant. Sherry n'a plus parlé aux forces de l'ordre depuis et a dit qu'ils avaient été méchants avec elle. Elle a également quitté l'État et est partie vivre dans le Maine. Elle a également déclaré qu'elle n'était pas au courant de tous les signalements qui avaient été déposés contre elle auprès du DCIRF. Et elle a essayé d'affirmer qu'on ne lui avait toujours pas donné assez de nourriture, de vêtements ou d'argent pour les enfants. Et plus récemment, Sherry a aussi une autre théorie qu'elle avance. Elle dit que Boo avait un problème avec la boisson, mais pas ce genre de boisson. Elle a dit qu'il avait été vu à l'hôpital pour des soucis de déshydratation auparavant. Cependant, cela s'est produit 1 an avant même qu'elle ait la garde des enfants et 3 ans avant la mort de Boo. En quoi cela est-il pertinent pour l'affaire? Rien, n'est-ce pas? Rien du tout. Elle a aussi dit qu'il mouillait son pyjama avant d'aller se coucher pour pouvoir en sucer l'eau. Peut-être parce que tu leur refusais de l'eau, pas parce qu'il avait un problème de déshydratation. Elle a aussi dit que Boo était malade des heures avant sa mort, mais elle ne donne aucun symptôme. Ensuite, elle a dit que c'était peut-être la moisissure dans mon appartement qui lui avait fait ça, mais tout le monde allait bien, et maintenant, la moisissure cause des traumatismes contondants. Sherry avait aussi dit à Daniel qu'avant la mort de Boo, il avait des hallucinations et qu'il ne pouvait ni manger ni boire. Elle a dit qu'il savait qu'il allait mourir et que le diable était là pour l'emmener. En 2023, Daniel Vaughan, qui est désespéré d'obtenir des réponses et de rendre justice à son fils, a intenté un procès contre le département de la santé et des services sociaux du New Hampshire, DCACRIC-F. Elle a gardé la garde de ses autres enfants et continue de se battre pour la justice que Dennis Boo Vaughan Jr. mérite légitimement. Elle dit que le procès n'est pas ce qu'elle voulait faire. Et elle ne le fait pas pour de l'argent. C'est uniquement parce qu'elle ne voyait pas d'autre moyen de faire avancer l'enquête et de résoudre cette affaire. Le fils de Daniel a été tué quelques jours après le meurtre présumé de Harmony Montgomery, mais Daniel dit qu'aucun responsable ne prend la parole pour son petit garçon comme ils l'ont fait pour Harmony. Alors elle a affiché des pancartes comme celle-ci partout à Laconia, déterminée à tenir quelqu'un pour responsable de la mort de son enfant. Daniel utilise le système avant l'échéance légale. Elle poursuit le DCIRF pour obtenir des dédommagements. Elle a déposé sa plainte en décembre dernier, quelques jours avant que le délai de prescription n'expire. 75 pages de chagrin et de frustration. 27 signalements au DCIRF depuis 2017, la plupart provenant de professionnels, enseignants, infirmières, policiers, culminant dans les derniers mois de la vie de Boo, avec une série d'appels de Daniel au DCIRF suppliant l'agence d'agir pour protéger ses enfants. Ici, ces personnes disent que vous n'êtes pas assez apte à vous occuper de vos enfants et nous allons vous les retirer, mais nous allons les protéger et nous allons faire ce que vous auriez dû faire. Le bureau du procureur général et la police n'ont jamais identifié publiquement de suspect. Mais la plainte de Daniel indique que la requête d'urgence déposée par le DCIRF le jour où Boo est décédé fait référence à Sherry Connor comme principale suspecte. En réponse, l'État ne le réfute pas. Sherry Connor vit désormais hors de l'État. Nos tentatives de contact sur Facebook sont restées vaines. Daniel a obtenu la garde exclusive de ses fils et de sa fille survivants en 2020, mais elle dit qu'elle ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu justice pour Boo.
La plainte de Daniel allègue que le DCIBAF a violé les protocoles d'enquête et ne lui a pas parlé des abus et de la négligence signalés par d'autres personnes. Ils avaient également omis de faire des visites à domicile et négligé de faire un suivi approfondi. Aucune arrestation n'a été effectuée et il n'y a pas d'autres informations du bureau du procureur général, à part le fait que l'affaire est ouverte et en cours de traitement. Bien sûr, dans le cadre du procès, l'État nie que lui-même ou l'un de ses employés ait manqué à ses devoirs. Lorsque le chef de la police de Laconia, Matthew Canfield, dont le service a répondu à l'appel au 911 ce jour-là, a fait une déclaration publique, il a affirmé qu'il n'avait pas oublié l'affaire et qu'il s'en souciait toujours. En fait, il y pense quotidiennement. Et il est également frustré par le manque d'avancées dans l'affaire. Il affirme cependant que la police a les mains liées car le procureur général a le dossier entre ses mains en ce moment. Cependant, son service n'a jamais annoncé l'homicide de Dennis sur Twitter, alors que leur fil Twitter inclut de nombreux autres crimes, y compris la recherche de Harmony Montgomery. Mais rien du tout, pas de Dennis. Les réseaux sociaux du service n'incluent pas non plus le communiqué de presse de mai 2020 du bureau du procureur général concernant l'autopsie de Dennis, avec le nom et le numéro de téléphone du policier d'État chargé de recueillir les témoignages. Michael Garrity, qui était porte-parole du bureau du procureur général, a déclaré qu'un travail important avait été réalisé dans le cadre de l'enquête, mais n'a donné aucun détail. Il n'a pas non plus expliqué pourquoi, en l'absence d'arrestation, ils n'ont pas sollicité l'aide du public depuis 2020. Dennis Bouvogan a été incinéré et sa mère, ainsi que de nombreuses autres personnes, y compris un groupe Facebook appelé « Justice pour Dennis Bouvogan », sont déterminés à faire en sorte que justice soit rendue pour le petit garçon. Et pour une raison quelconque, comme je l'ai dit, cette affaire ne reçoit pas beaucoup d'attention. Je suis dans le Massachusetts, à un peu moins de 2 heures de Laconia, et je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que l'une d'entre vous me le suggère et que je fasse des recherches. Pourquoi pensez-vous que cette affaire n'a pas reçu beaucoup d'attention ? Parce qu'il s'agit d'une petite fille innocente et adorable, et que ceux qui retardent cette enquête doivent simplement faire mieux la prochaine fois. Mais rendez justice à Denis maintenant. Merci d'avoir écouté toute l'histoire de Denis aujourd'hui. Même si sa mère a été la première à perdre sa garde, j'ai du respect pour elle. Parce qu'elle a compris les erreurs qu'elle a commises quand elle était plus jeune. Cependant, je ne pense pas que toutes les erreurs venaient d'elle. Certaines étaient clairement la faute de Sherry, qui l'a laissée avec ce type louche de 48 ans qui l'a mise enceinte. Mais de toute façon, Danielle a tout fait pour récupérer ses enfants. Elle a tout fait correctement, mais le système judiciaire a complètement laissé tomber sa famille. Personnellement, j'aimerais vraiment voir Sherry Connor être poursuivie, non seulement pour ce qu'elle a fait à Boo, mais aussi pour ce qu'elle a fait à ses 3 autres frères et sœurs, parce qu'eux aussi vivaient un enfer, j'en suis sûre. Donc si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux m'entendre en parler, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive généralement 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un monde maléfique. Prenez soin de vous, à bientôt, salut!